Madame la représentante du sénateur maire, Mesdames, Messieurs, donc je remercie l'association Adésir de m'avoir invité dans cette belle île de La Réunion. Je vous remercie d'être nombreux effectivement dans cette belle salle qui, semble-t-il, est neuve, est assez récente et effectivement peut servir de cadre extrêmement agréable à ce genre de manifestation. Et je vais traiter donc un sujet très très vaste qui pourrait donner lieu à de multiples interventions. Les enjeux de la laïcité en France, et il s'agira malheureusement de la France métropolitaine, car sur l'île de la Réunion ou d'autres territoires ultramarins, je n'ai pas de grandes compétences. Donc hier, aujourd'hui et demain, donc vaste programme. Et je pourrais mettre en sous-titre d'ailleurs du roman national à l'histoire des historiens, parce que ça, c'est ce que je vais essayer de faire devant vous, de vous présenter une sorte de schéma. J'espère qu'il ne sera pas trop compliqué, que ça sera facile de le suivre, mais l'ambition est quand même de faire une large synthèse sur ce qui s'est passé, disons, depuis 1789, donc plus de 2 siècles, parce qu'il me semble que ce passé est toujours présent et qu'on comprend mieux les tensions, les conflits, les enjeux du présent et du devenir si on a dans une sorte de schéma explicatif, de schéma synthétique de cette longue histoire, disons, de la laïcité. Donc ça va être un panoramique, et puis de temps en temps, je ferai quelques zooms sur ce que j'appelle un processus de laïcisation. Alors, un processus de laïcisation pour montrer justement que la laïcité n'est pas quelque chose de substantif, de figé, mais que c'est un mouvement, c'est une histoire, et dans cette histoire, on peut distinguer en gros 3 périodes. Une période qui va de la Révolution française à ce qu'on appelle la République des Républicains à la fin du XIXe siècle. Une seconde période qui nous amène de cette République des Républicains et de la loi de 1905 séparant les églises et l'État aux 2 tiers, 3 quarts du XXe siècle, et puis une période dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui qui commence à la fin du XXe siècle. Alors, la première période, elle marque la fin de l'Ancien Régime. Et l'Ancien Régime, c'était une société où régnait l'adage « une foi, un roi, une loi ». Et donc, où il y avait un monopole religieux du catholicisme et une union organique entre l'Église catholique et l'État monarchique. Et le monarque était à la fois le protecteur, mais aussi celui qui contrôlait la religion au temporel. Et dans cette situation, dans ce contexte, eh bien, les minorités religieuses étaient forcément très mal à l'aise. Les hérésies du Moyen-Âge avaient été pourchassées, voire souvent anéanties. À plusieurs reprises, les Juifs avaient été obligés de s'exiler, puis on leur demandait de revenir, et puis on les rechassait de nouveau. Et en 1789, ils étaient considérés comme des semi-étrangers. Quant aux protestants, ils avaient bénéficié, après les guerres de religion, pendant un temps de ce qu'on appelait l'édit de Nantes. Et malheureusement, cet édit de Nantes a été révoqué par Louis XIV, les temples ont été détruits, et juste à la fin tout à fait à la fin de l'Ancien Régime, en 1787, il bénéficie d'un édit de tolérance, mais c'est un terme de tolérance est un terme très restrictif pour cet édit, dans la mesure où le seul droit finalement qu'on leur reconnaît, c'est celui de pouvoir se marier civilement. Et vous voyez, se marier civilement, c'est déjà une petite brèche dans une foi, un roi, une loi. C'est déjà un tout petit embryon de laïcité pour une minorité religieuse. C'est reconnaître qu'il existe en France des non-catholiques. Alors, quelle aurait été l'évolution de l'Ancien Régime si l'Ancien Régime avait continué à exister
on ne sait pas. Peut-être que cette idée de tolérance ouvrait quand même une ère nouvelle, mais évidemment, il n'a pas eu le temps de beaucoup de se développer, puisque 1789 sonne le glas de cette monarchie absolue, tentative de monarchie constitutionnelle, mais elle ne va pas durer et la République sera proclamée en 1792. Donc 1789 sonne le glas de cette monarchie absolue et proclame la liberté des opinions, même religieuses. Le même montre bien la difficulté d'admettre cela. C'est l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais on proclame cette liberté des opinions, même religieuses, et les principes laïques sont posés. Seulement, la Révolution s'emballe et la Révolution n'arrive pas à appliquer ces principes laïques. On pourrait donner beaucoup d'explications sur cette dissonance, mais ça nous amènerait trop loin. Ce qui m'intéresse, moi, pour notre aujourd'hui, puisque durant tout le long de cette conférence, c'est expliquer l'aujourd'hui qui va être ma préoccupation, et je pense que c'est ce qui vous intéresse plus particulièrement. Donc, ce qui m'intéresse, c'est une dissonance entre la légalité, puisque la légalité proclame la liberté de conscience, proclame la fin de la contrainte en matière de religion. On dit même que la répression religieuse offensait Dieu, on dit en 1790, au début de la Révolution. Donc proclamation vraiment de principe de liberté, mais non-application de ces principes due à cette situation révolutionnaire très tourmentée, guerre à l'extérieur, guerre civile assez rapidement avec la Vendée, etc. Et donc, vous voyez déjà un grand écart entre la proclamation de principes laïques et leur non-application temporaire, mais malgré tout leur non-application, avec la Révolution qui s'emballe au point de créer sa propre religion, les cultes révolutionnaires, le culte de la déesse raison, le culte de la déesse liberté. Si bien qu'au tout début du 19e siècle, la situation n'est toujours pas pacifiée. Et c'est Napoléon Bonaparte qui va la pacifier à sa manière, c'est-à-dire de manière autoritaire. Et c'est Napoléon Bonaparte qui instaure un pluralisme de cultes reconnus, où le catholicisme n'est plus la religion d'État, n'est plus la religion de l'ensemble de la nation, mais, selon les termes du Concordat, est la religion de la grande majorité des Français. Alors, je ne vais pas parler d'interprétation, vous voyez qu'il y a tout de suite deux interprétations possibles. Il y a l'interprétation de dire, si c'est la grande majorité des Français, c'est quasiment la religion nationale, ou il y a au contraire l'interprétation de dire, on fait juste un constat, il n'y a plus de statut de religion d'État, mais il y a un constat, c'est que la grande majorité des Français pratique alors la religion catholique. Et les minorités religieuses ont le droit de citer, et effectivement, dans le système dit des cultes reconnus, et le terme de culte reconnu est important, parce qu'après, la loi de 1905 va dire que la République ne reconnaît aucun culte. Et il ne s'agit pas de dire que la République ignore qu'il y a des cultes, que la République méprise les cultes, ou je ne sais pas quoi. Non, il s'agit de dire qu'on met fin à ce système de culte reconnu que Napoléon Bonaparte avait instauré, où il y avait une certaine reprise de la tradition de l'Ancien Régime. Je vous l'ai dit que sous l'Ancien Régime, le roi était à la fois le protecteur et le contrôleur de la religion, parce que c'était au singulier, c'était la religion catholique. Et là, Napoléon Bonaparte et ses successeurs vont être le protecteur et le contrôleur, dans une certaine mesure, des cultes reconnus, le culte catholique, évidemment, donc religion de la grande majorité des Français, les cultes protestants, il y en a deux à l'époque, luthérien réformé, et le culte israélite, c'est-à-dire le judaïsme. Donc, vous voyez, il y a un pluralisme qui est instauré, mais ce pluralisme est quand même assez étroitement contrôlé par l'État, et si la liberté de conscience est stabilisée, je pourrais dire, acquis de la Révolution,
eh bien, cette liberté de conscience a fini là où l'État estime que ses intérêts sont en jeu. Je vais prendre un exemple. Il est dit dans ce système que une assemblée d'évêques ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du gouvernement. Accord préalable du gouvernement. Eh bien, pendant tout le 19e siècle et jusqu'à la loi de 1905, aucun gouvernement n'a accordé aux évêques le droit de se réunir en assemblée. Même les gouvernements qui resteront dans la mémoire, et c'est là où je dis du roman national à l'histoire des histoires nationales, et c'est pas faux, mais c'est pas complètement vrai non plus. Il y a eu des gouvernements qui sont restés dans la mémoire comme des gouvernements très cléricaux. Et même ces gouvernements-là, c'est vrai qu'ils avaient certains aspects cléricaux, mais même ces gouvernements-là n'ont jamais accepté la réunion d'évêques parce qu'ils estimaient qu'une assemblée d'évêques pouvait être dangereuse pour leur pouvoir et que donc les intérêts de l'État devaient primer sur la liberté de conscience quand l'État estimait que ses intérêts pouvaient être menacés. Et alors, pour les protestants, puisque j'ai étudié la minorité protestante de manière un peu privilégiée, c'était encore plus terrible, puisque le gouvernement interne du protestantisme se fait avec l'aide de synodes, d'assemblées avec des pasteurs et des laïcs, et ces assemblées, évidemment, n'ont pas pu avoir lieu, puisque le gouvernement raisonnait aussi, vous voyez, la religion, d'abord à travers quand même le catholicisme, et ne voulant pas d'assemblée d'évêques, eh bien, ils n'autorisaient pas non plus des synodes. Autrement dit, les minorités religieuses à la fois étaient mises à égalité juridique avec le catholicisme, qui était un progrès énorme, mais en même temps, le prisme par lequel le gouvernement voyait la religion était quand même le catholicisme, et les pasteurs étaient considérés comme des prêtres protestants et les rabbins comme des prêtres juifs, alors qu'en fait, leur statut religieux est un statut bien différent. Quant à l'islam, il était considéré comme quasiment absent dans l'Hexagone, même si à la fin du XIXe siècle, il y a eu un député qui était de confession musulmane, mais il était présent à partir de la conquête de l'Algérie, puis de la conquête de colonies, il était présent dans ce qu'on appelait l'Empire. Autre problème. Donc, cette situation-là a duré tout le XIXe siècle. Et je ne vais pas retracer, évidemment, les différents régimes, ça nous mènerait trop loin. La seule chose que je voudrais dire, c'est que il y a 6 ou 7 régimes qui se succèdent pendant le XIXe siècle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la durée de vie de ces régimes est d'environ 15 ans. Donc, il n'y a pas de régime politique vraiment stable. Il y a une dispute constante entre le régime impérial, puisque Premier et Second Empire, la République, Première République, Deuxième République, Troisième République, et la monarchie, Restauration, monarchie publique. Donc, il y a une instabilité. Et cette instabilité de régime politique, elle est étroitement liée à un conflit politico-religieux. J'ai fait allusion tout à l'heure en parlant de cléricaux. Il y a un conflit entre ceux qu'on appelle les cléricaux et ceux qu'on appelle les anticléricaux. Et pour résumer ce conflit, c'est très clair, c'est-à-dire c'est l'interprétation que je vous disais tout à l'heure sur le catholicisme comme religion de la grande majorité des Français. Pour les cléricaux, en fait, la France est toujours la fille aînée de l'Église catholique. Et donc, la France a toujours une identité politique, culturelle, sociale, catholique. Et donc, l'Église catholique doit surplomber la société française. Pour les anticléricaux, au contraire, dire que le catholicisme est la religion de la grande majorité française, c'est un constat. C'est un simple constat. Et les catholiques ne doivent pas avoir plus de droits que les autres. Et la liberté de conscience, c'est pour toutes les religions, et dans la seconde moitié du XIXe siècle aussi, pour ce qu'on appelle la libre pensée, c'est-à-dire des gens qui refusent toute religion, et qui ont des convictions irreligieuses. Et ce qui n'était pas prévu par Napoléon Bonaparte, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à son époque, et puis parce que il y avait l'idée selon laquelle quelqu'un qui n'avait pas de conviction religieuse n'avait pas non plus de conviction morale. On s'est aperçu que ce n'était pas vrai, qu'on pouvait avoir des convictions morales sans avoir
de religion affichée. Mais voilà, ça a fait partie du débat durant tout le 19e siècle. Et donc ce système, il a tenu un siècle, donc si vous voulez, c'est une bonne durée de vie peut-être. Mais en même temps, c'était un système qui n'arrivait pas à résoudre ce conflit de France entre cléricaux et anticléricaux, et qui allait de pair donc avec cette instabilité des régimes politiques. Et ça c'est très important parce que c'est profondément ancré dans la mémoire collective des Français de l'Hexagone. Ces longs conflits politico-religieux et le fait que la République, qui avait été proclamée en 1792, a mis près d'un siècle à s'installer, à s'établir véritablement en France dans la durée, à cause de ces conflits politico-religieux. Et donc, vous voyez, il y a l'idée que, attention, toute présence trop forte de la religion peut être dangereuse, etc., qui vient de cette histoire particulière, alors qu'il peut y avoir d'autres formes de laïcité dans d'autres pays du monde qui sont reliées à d'autres histoires. Par exemple, en Angleterre, contrairement à ce qu'on croit souvent, c'est le Parlement qui, en 1703, a obligé le roi d'Angleterre à être protestant. Ce n'est pas le roi qui impose sa religion à ses sujets, c'est le contraire. C'est le Parlement qui a imposé au roi d'être protestant, parce qu'il y avait des rois protestants, des rois catholiques qui se reconvertissaient au catholicisme, et le Parlement estimait que c'était dangereux, que le catholicisme menaçait les libertés anglaises. Et donc, on a obligé le roi à être protestant. Donc, vous voyez, c'est une histoire totalement différente. Voilà pour ce que j'appelle le premier seuil de laïcisation. Passons au second seuil de laïcisation. Il se construit donc de ce qu'on appelle la République des Républicains, c'est-à-dire les années en gros 1880, où les Républicains prennent vraiment le pouvoir et où la question de la monarchie est close. Alors maintenant on pourra dire définitivement, mais on le dit définitivement en 2016. Évidemment, dans les années 1880, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Et c'était ça le problème. La Première République, la Deuxième République n'avaient pas duré. Il fallait que la Troisième République dure. Mais pour que la Troisième République dure, qu'elle s'installe comme le régime définitif de la France, si l'on peut dire, eh bien là encore, il y avait deux options. Il y avait l'option de dire, puisque disons l'aile dominante du catholicisme, parce que ce n'était pas tous les catholiques, loin de là, mais puisque l'aile dominante du catholicisme a combattu la République, il faut mettre le catholicisme à genoux pour que la République puisse vraiment s'installer en France. Ça, c'était une option. Et puis, il y avait l'autre option, qui était de dire, pour que la République dure, il faut pouvoir inclure les catholiques dans le pacte républicain. Et, en fait, dès le départ, il y a eu plus ou moins accentué, plus ou moins visible ou invisible, mais il y a eu ces deux solutions. Il y a eu ces deux solutions qui ont été proposées, et il y a eu des zigzags, disons, entre ces deux solutions. Alors, Jules Ferry, qui a créé l'école laïque, était plutôt favorable à la seconde solution, était plutôt un conciliateur, même si dans un premier temps, il disait qu'il faut diminuer l'influence politique et sociale du catholicisme. Mais il se prononçait contre ce qu'il appelait la guerre à toujours. On ne va pas faire la guerre à toujours du catholicisme, donc on diminue son influence politique et sociale parce qu'elle est vraiment dominatrice, mais on prépare la réconciliation. Et on prépare la réconciliation par des mesures accommodantes. Alors, première mesure accommodante, le fait que, contrairement à ce que tout le monde répète, il n'y a pas en France d'école laïque gratuite et obligatoire. L'école laïque est gratuite, mais elle n'a jamais été obligatoire. La liberté d'enseignement a toujours existé en France. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ont voulu supprimer la liberté d'enseignement. Ça a été même, pendant des décennies, il y a eu des courants qui ont voulu supprimer la liberté de l'enseignement et instaurer le monopole de l'État laïque sur l'enseignement. Mais ça n'a jamais abouti. Et donc la fameuse trilogie école laïque, gratuite et obligatoire est faux. L'école publique et laïque est gratuite et l'instruction est obligatoire. Et c'est pas pareil. L'instruction est obligatoire, mais l'instruction peut être reçue à l'école publique,
peut être reçu dans une école privée, dont le statut a évolué au cours de l'histoire, et peut même être reçu à partir du moment où il y a un certain contrôle, par chez soi, à la maison. Les parents peuvent instruire eux-mêmes leurs enfants sous contrôle quand même, qu'ils le fassent dans de bonnes conditions. Mais il y a cette différence qui est importante. De même, d'autres mesures prises par Jules Ferry n'ont pas fait l'unanimité parmi les laïcs, loin de là. Jules Ferry dit que l'école, en plus du dimanche, doit s'arrêter le jeudi. À l'époque, c'était le jeudi, après ça a été le mercredi, pour faciliter la tenue du catéchisme. Bon, les gens qui voulaient mettre le catholicisme à genoux disaient: qu'est-ce que c'est que cette histoire? On n'a pas facilité la tenue du catéchisme. Et Jules Ferry s'est fait traiter de faux laïque. Il y a des livres très sérieux qui disaient que le prêtre démolissait le travail de l'instituteur parce que l'instituteur apprenait que 1 plus 1 plus 1 égale 3 et que le prêtre, avec la doctrine de la Trinité, apprenait aux enfants que 1 plus 1 plus 1 égale 1. Et donc c'était anti-scientifique, etc. Bon, maintenant ça fait sourire, mais à l'époque c'était considéré comme quelque chose de très sérieux, et donc Jules Ferry a été considéré comme un laïc trop tiède. Troisième exemple que je donne, et puis je vais m'arrêter là, mais on pourrait continuer, il y avait des crucifix dans les salles de classe tant que l'école publique n'était pas laïque. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a fait du cas par cas, c'est-à-dire que quand les parents, et à l'époque on parlait surtout d'ailleurs du père de famille, étaient d'accord pour dire que le crucifix devait être à l'église mais pas à l'école puisque l'école était laïque, on a enlevé le crucifix. Mais là où les parents ne comprenaient pas bien, où ça les choquait, etc., il y a eu une circulaire disant il faudra enlever le crucifix quand les gens seront convaincus effectivement que la place du crucifix est à l'église et pas à l'école. Et donc on a fait du cas par cas. Et moi j'ai un étudiant japonais qui a fait sa thèse avec moi en France, et il l'a fait sur le nord de la France, et il a travaillé dans les archives commune par commune, et il montre qu'il y a des communes où on a tout de suite enlevé le crucifix, et il y a d'autres communes, notamment les communes où il y avait des ouvriers immigrés flamands très catholiques, où on a laissé le crucifix, et encore en 1905, il y avait des crucifix dans des salles de classe de l'école publique. Donc, vous voyez, on a vraiment fait en finesse et fait du cas par cas. Et à mon avis, c'est parce que cette seconde solution a prévalu que l'école publique laïque a gagné. Et que malgré l'hostilité à l'époque de la hiérarchie catholique, qui demandait aux catholiques de mettre leurs enfants dans les écoles privées, en fait, si vous voyez ce qui s'est passé durant tout le XXe siècle, le nombre d'enfants scolarisés dans l'école privée est à peu près stable, à peu près 20%, et ça n'a jamais été la majorité des cas. Deuxième étape de cette construction de ce que j'appelle le second seuil de laïcisation, la loi de 1905. Alors la loi de 1905, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle arrive tout de suite après un rebondissement du conflit. Ce qu'on a appelé les accommodements ferristes, hein, les mesures accommodantes de Jules Ferry avaient un petit peu pacifié les choses. En plus, le pape Léon XIII avait dit aux catholiques qu'ils pouvaient accepter la République comme régime. C'est ce qu'on appelle le ralliement. Donc, on pouvait penser qu'on allait vers l'apaisement. Et puis, il y a eu ce qu'on a appelé l'affaire Dreyfus, du nom d'un officier qui a été soupçonné à tort d'espionnage. Et s'il a été soupçonné d'espionnage, c'est parce qu'il était juif. En fait, il était innocent. Et l'affaire Dreyfus a remis beaucoup de conflits en France et a vu que le régime pouvait être déstabilisé. Encore une fois, on ne pouvait pas savoir à l'époque si la République allait durer et être le régime définitif de la France. Et là, le régime s'est senti menacé, s'est senti en danger. Et donc, au début du XXe siècle, les deux France, la cléricale et l'anticléricale, sont de plus en plus ennemis. Et
chacun a peur de l'autre. Et c'est ça qui est important. Chacun pense que sa survie est incompatible avec l'existence de l'autre. Et quand on lit aussi bien le quotidien catholique La Croix, qui à l'époque était très différent du quotidien La Croix d'aujourd'hui, même si c'est les mêmes propriétaires, qui étaient très remontés contre la République à l'époque, ou si on lit des quotidiens anticléricaux ou des journaux anticléricaux d'époque, on s'aperçoit que chacun pense qu'effectivement, il ne pourra vivre que sur la mort de l'autre, en arrivant à anéantir l'autre. Et donc il y a deux peurs. Il y a une peur qu'on peut qualifier de peur identitaire. C'est justement la peur de ceux qui considèrent que la France est la fille aînée de l'Église, comme j'ai expliqué, et qui font une sorte de court-circuit, une confusion entre cette identité catholique de la France et la liberté d'être catholique. Et ils font d'autant plus cette confusion qu'en face, il y a à peu près la même confusion qui est faite. C'est-à-dire que dans le camp des anticléricaux, non seulement on combat une domination du catholicisme, mais on combat aussi quand même l'unité et la liberté d'être catholique. On veut ce qu'on appelle à l'époque un catholicisme républicain, mais ce catholicisme républicain, il prendrait ses distances avec Rome, avec le Vatican, avec le Saint-Siège. Bon. Donc, en fait, ça serait une scission au sein du catholicisme. Donc, vous voyez, les défenseurs d'une identité catholique de la France se sentent menacés, non seulement dans leur identité, mais dans leur liberté. Et il y a un continuum entre l'identité et la liberté. Et inversement, du côté anticlérical, il y a ce que moi j'appelle une peur républicaine, parce que il y a des gens qui étaient des républicains conciliateurs, et puis qui, avec l'affaire Dreyfus, se sont dit « Ah, mais quand on est conciliateur, on se fait avoir, donc il ne faut plus être conciliateur ». C'était des gens qui étaient tout à fait sensés, etc., mais ils estimaient qu'ils avaient fait une mauvaise expérience, et donc il ne fallait pas se faire avoir deux fois. Et donc, cette peur républicaine, elle agitait le terme de la République menacée. Et le thème de la République menacée, par les congrégations catholiques, par une pratique ostensible du catholicisme, etc., on le retrouve tout le temps au début du XXe siècle, et pas sans raison non plus. Celui qui symbolise cette peur républicaine, c'est Émile Combes, président du Conseil au tout début du XXe siècle. Il combat les congrégations de manière très farouche. Mais il faut aussi savoir que la librairie qui publie des pamphlets contre Émile Combes s'appelle Librairie antisémite. Et fière de l'être, je dirais presque. Donc vous voyez, chacun a des raisons d'avoir peur. Mais si du côté de la peur identitaire, on confond menace sur perte d'identité officielle, si vous voulez, et menace sur la liberté, du côté anticlérical, on confond combat contre une domination et atteinte aux libertés. Donc le conflit semble vraiment insoluble. Et en 1904, il commence à avoir des congréganistes qui prennent le maquis, d'autres qui s'exilent, etc. Par certains côtés, la France est au bord de la guerre civile. Il faut bien avoir ça en mémoire. Et il va avoir un renversement, mais quand, vraiment, moi ça fait des années que j'étudie justement ce renversement apporté par l'élaboration de la loi de 1905, je me dis, on avait autant de chances d'aboutir à la loi de 1905 que de gagner au loto. Parce que, je vais vous donner un exemple, et le fait de travailler à la fois sur la laïcité et sur le protestantisme est un bon exemple de pouvoir voir les choses, si vous voulez, un peu des deux côtés de la barrière. Le protestantisme était pour la laïcité. Se voulait une religion laïque, une religion moderne, acculturée à la Révolution française, etc. Mais, justement, le type de séparation qui se pointait à l'horizon, avec Émile Combes et l'anticléricalisme intransigeant, lui semblait menaçant pour la liberté, lui aussi. Il
cherchait pas que la France ait une identité protestante, il dissociait bien les deux. Et il pensait que les libertés allaient être menacées. Et un député protestant avait déposé une proposition de loi. Et un juriste protestant qui disait il ne faut surtout pas de séparation parce que ça va être la perte de la liberté religieuse, dit ah, évidemment, si c'était cette proposition de loi déposée par mon coreligionnaire, là, ça serait tout à fait acceptable. Mais ça n'a aucune chance de se réaliser. Or, la loi de 1905 est plus libérale que cette proposition de loi. Donc, on voit bien, quand on étudie ce qui se passe à cette époque et les espoirs et les peurs des gens de cette époque, on voit bien à quel point ce qui est arrivé était imprévisible et même extraordinaire et voire impensable. Parce que, si vous voulez, quand on parlait de la séparation, en 1903-1904, c'était le règne de la libre pensée. Et donc, les gens étaient pour ou contre la séparation, mais quand il y a eu un débat, par exemple, en 1903 au Parlement sur la séparation, Émile Combes lui-même disait non, il ne faut pas la faire tout de suite parce que l'heure n'est pas encore venue qu'on passe au règne de la libre pensée. Et personne ne lui a dit mais la séparation, c'est pas du tout ça. Donc, vous voyez, il y avait une sorte de consensus pour croire que la séparation, c'était mettre à bas les religions et instaurer, remplacer, si vous voulez, le catholicisme qui avait été dominant sous l'Ancien Régime par le règne de la libre pensée, de la raison, etc. Obligatoire. Obligatoire. Bon, et c'est pas ce qui est arrivé. Alors là aussi, je pourrais expliquer longuement et vous faire une conférence uniquement sur l'élaboration de la loi de séparation, mais c'est pas l'enjeu de ce soir. Ce qu'il faut retenir, ce qui est important, c'est que cette élaboration de la loi de séparation montre que si les historiens ont raison d'accorder de l'importance aux structures sociales, aux classes sociales, aux structures politiques, bon, à tout ce qui est collectif, en même temps, il ne faut pas perdre de vue l'individu et ce que peut arriver à faire un individu. Je suis absolument persuadé que s'il n'y avait pas eu Aristide Briand, la séparation n'aurait jamais été ce qu'elle a été. Il a réussi à naviguer comme un marin au milieu d'esquisses arrive à naviguer entre ces différentes difficultés et mener le navire à bon port. Il faut savoir que les articles de la loi de séparation ont été votés par des majorités variables. Il y a des articles qui ont été votés majoritairement par les gens qui étaient hostiles à la séparation et qui n'ont pas pratiqué la politique du pire. Et une majorité de gens qui étaient favorables à la séparation ont voté contre cet article. Il y a d'autres articles, au contraire, où le bloc favorable à la séparation l'a voté, le bloc hostile à la séparation n'a pas voté. Mais voilà, les articles ont été votés par des majorités variables, et Aristide Briand, c'est un peu un dompteur dans la fosse au lion. Il est arrivé par son charisme, par ses capacités, il est arrivé à trouver quelque chose d'équilibré ou qui dissocie le problème de l'identité et le problème de la liberté. Autrement dit, l'article 2 de la loi de séparation, je vous l'ai déjà un peu cité en disant que la République ne reconnaît aucun culte, donc met fin à ce système de culte reconnu qui était plus ou moins officiel. Bon. Donc ça veut dire que la France n'a pas politiquement d'identité religieuse. Elle peut avoir des racines culturelles, elle peut avoir diverses d'ailleurs, qui comprennent le catholicisme principalement, mais aussi d'autres religions. Les Juifs sont présents en France depuis la Gaule, bon, etc. Et puis d'autres sont arrivés après. Bon. Mais politiquement, il n'y a pas d'identité religieuse en France et aucune religion n'est officielle. Ça, c'est au niveau de l'identité. Mais les religions, après 1905, ont nettement plus de liberté qu'avant. Et pour vous en donner une preuve, on pourrait multiplier,
en mai 1906, la loi de séparation est votée et promulguée en décembre 1905. En mai 1906, il y a une réunion d'évêques. Et comme je vous ai dit, au XIXe siècle, quel que soit le gouvernement, et même si le gouvernement avait la réputation d'être très clérical, le gouvernement n'avait jamais accepté de réunion d'évêques. Quelques mois après la séparation, les évêques se réunissent librement. Et on pourrait multiplier les exemples. Et cette liberté, c'est une liberté égale entre gens qui ont des convictions religieuses diverses et gens qui n'ont pas, qui ont d'autres convictions, disons, je préfère dire ça, qui ont d'autres convictions que des convictions religieuses. Et ce qui symbolise cette égalité, cette liberté égale, c'est un article qui est l'article 31, qui donne les mêmes peines, si vous voulez, si on oblige les gens à une pratique religieuse ou si on refuse aux gens le droit d'une pratique religieuse. Et c'était un problème très concret à l'époque, parce que il y avait par exemple dans le patronat catholique du Nord des patrons qui obligeaient leurs ouvriers à aller à la messe. Si vous n'alliez pas à la messe, si vous ne lisiez pas le quotidien à la Croix, vous n'étiez pas embauché. C'est clair et net. Et pas tous les droits qu'il y a aujourd'hui. Inversement, vous aviez des libres penseurs, notamment par exemple dans la région parisienne et dans d'autres grandes villes, qui se mettaient devant les églises et qui empêchaient les gens d'entrer. Je vous ai dit, en 1904, on est un peu au bord de la guerre civile. Et donc, cet article 31 était à l'époque très important. Et maintenant, il est tellement passé dans les mœurs, si vous voulez, que il y a eu un petit guide juridique sur la laïcité. Ce guide cite ce qu'il pense être les principaux articles de la loi de séparation. Mais cet article 31 n'est même pas cité. Parce que pour l'auteur du guide, ça va tellement de soi qu'effectivement, on n'a pas à obliger les gens à une pratique religieuse, ou on n'a pas à leur interdire une pratique religieuse, qu'il n'a même pas pensé à retenir cet article dans les articles importants de la loi de 1905. Et on pourrait continuer comme ça. Donc, pas de religion officielle, une grande liberté de religion. Je terminerai sur cette loi de 1905 en faisant quand même 3 remarques. La première remarque, c'est que s'il n'y a pas aucune officialité religieuse, je vous ai dit, la France a une histoire, la Révolution française avait voulu faire une rupture dans cette histoire totale, puisque c'est l'an 1 de la République. La loi de 1905 n'a pas voulu faire ça. Donc on a gardé une trace, disons, de l'histoire de la France, et notamment en disant que les jours fériés catholiques continuaient à être des jours fériés. C'était de l'irénisme, le catholicisme était encore au niveau sociologique la religion de la grande majorité des Français. Maintenant, on pourrait se poser la question, justement, des jours fériés et des changements au niveau des jours fériés. La commission Stasi, à laquelle il a été fait allusion, avait proposé pour les élèves de l'école publique d'ajouter une fête juive et une fête musulmane, qui pourrait d'ailleurs, et de supprimer 2 jours des grandes vacances, puisque les grandes vacances des petites Françaises et des petits Français sont longues. Donc il y avait le même nombre de jours de classe, mais on rajoutait 2 fêtes religieuses et on enlevait 2 jours de grandes vacances. Et pour les adultes, proposer un crédit de jours fériés, puisqu'il y a 5 ou 6 jours fériés religieux, si vous voulez, en France aujourd'hui. Et ben, c'est 5 ou 6. On aurait fait une liste des fêtes de toutes les religions, disons, qui ont un minimum de pratiquants en France. On serait arrivé, mettons, à 30 ou 40 jours fériés. Et dans ces dates, chacun aurait eu le droit d'en prendre 6. Sans qu'on lui demande d'ailleurs pour quelle raison. Il préférait prendre le Kippour, par exemple, plutôt que l'Ascension. C'est son choix et on ne lui demande pas s'il est juif ou s'il est catholique, etc. Et on avait fait cette proposition, malheureusement, ça n'a pas été retenu par le politique. Mais bon, première remarque, donc, par irénisme, et pour bien montrer justement qu'elle ne veut pas
tout chamboulé, la loi de 1905 accepte les jours fériés tels qu'ils étaient auparavant. La deuxième remarque, c'est qu'il peut y avoir des fois, on ne dit pas d'officialité et de la liberté, mais il peut y avoir des fois des dilemmes et des tensions, et notamment dans les lieux fermés, c'est-à-dire les prisons, les hôpitaux, l'armée, les internats. À l'époque, il y avait beaucoup d'écoles qui avaient des internats, etc. Et là, la République peut payer des aumôniers. Les aumôniers, c'est pas seulement des catholiques. À l'époque, c'est catholiques, juifs, protestants. Et maintenant, il y a des aumôniers bouddhistes, il y a des aumôniers musulmans, il y a des aumôniers témoins de Jéhovah, etc. Donc ces aumôniers peuvent être payés sur fonds publics. Pourquoi? Parce que les lieux fermés, les gens ne peuvent pas aller facilement à des offices religieux. Et donc, puisqu'ils ne peuvent pas aller à des offices religieux, il faut leur assurer la possibilité sur place d'avoir la religion qu'ils souhaitent à leur disposition. Et donc, vous voyez que là, c'est important parce que ça veut dire que le non-financement des cultes, qui est une règle de l'article 2, du début de l'article 2, c'est relié au fait qu'il ne doit pas avoir de religion officielle. Et c'est un symbole fort, effectivement. Il n'y a pas de financement des cultes parce qu'il n'y a pas de religion officielle. Parce que l'État, la puissance publique, ne délivre pas à ses citoyens et ses citoyennes de messages religieux. Mais si le non-financement aboutit à limiter la liberté des cultes, alors que l'article 1 dit que la République garantit la liberté de culte, la liberté des cultes, eh bien là, on peut faire exception à la règle. Parce que une règle peut toujours avoir des exceptions dans l'intérêt même de la bonne administration de cette règle. Et là où c'est très intéressant parce que, si vous voulez, la loi de 1905 a été prévue pour pacifier une situation en 1905. Elle n'a pas été prévue quelle était la France de 2015-2016. En fait, les édifices religieux qui sont propriété publique ont été mis à disposition des cultes qui existaient, ceux qui étaient propriété publique, gratuitement. Et il se pose le problème, effectivement, dans l'Hexagone, des religions qui n'étaient pas présentes ou très peu présentes en 1905 et qui se sont développées ensuite. Et il faut se rappeler que quand il y a eu l'érection de la mosquée de Paris dans les années 1920, il y a eu une subvention de l'État et une subvention de la ville de Paris. Et on dit que c'est parce qu'il y a eu du culturel et qu'on a subventionné le culturel et pas le cultuel. Oui et non. C'est vrai que certains ont développé cet argument, mais le maire de Lyon, qui s'appelait Édouard Herriot et qui était un laïc, un militant laïque très fort, a dit on met gratuitement à la disposition des édifices pour les catholiques, pour les juifs et pour les protestants, il n'y a pas de raison qu'on n'aide pas les musulmans à construire une mosquée. Bon, il faut rappeler que aussi c'était après la Grande Guerre et que il y avait eu des soldats musulmans dans l'armée française qui avaient, qu'on appelle, payé le prix du sang. Et ça m'amène à la troisième remarque, c'est que la loi de 1905 n'est pas parfaite, et qu'il y a notamment un article 43 qui a, dans la durée, posé problème, qui est de dire que la loi de 1905 s'appliquera aux colonies et à l'Algérie par des décrets. Et suivant les cas, on l'a appliqué, on ne l'a pas appliqué. À La Réunion, on l'a appliqué. En Algérie, on ne l'a pas appliqué. Ce qu'on appelait l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française, on ne l'a pas appliqué. Donc la France a fonctionné différemment en tant que république et en tant qu'empire. Et en tant qu'empire, on a fait un peu la politique de Napoléon, c'est-à-dire on a estimé que la liberté des gens s'arrêtait là, au moment où on considérait que les intérêts de l'empire colonial français étaient en jeu. Et où on considérait, parce que c'est pas forcément vrai que les intérêts étaient véritablement en jeu, mais voilà, on a une politique d'intérêt colonial et pas une politique selon le principe de laïcité. Alors ceci dit, j'en arrive évidemment à la troisième partie,
depuis la fin du XXe siècle, ce système semble remis en cause. Et je dis bien semble remis en cause parce qu'en fait, il est quand même toujours debout. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il ne faut pas réduire la réalité à l'actualité. L'actualité, elle est un peu obsédante. Vous l'avez en continu sur certaines chaînes d'information, vous pouvez la consulter tout le temps par Internet, votre ordinateur, etc. Vous avez tous les soirs ce qu'on appelle la messe du 20h en France, je sais qu'à La Réunion c'est un peu plus tôt. Mais la métropole et La Réunion n'ont pas forcément tout à fait les mêmes horaires. Et il y a une présence obsédante de l'actualité. Et puis, des déclarations à l'emporte-pièce, disons, qui peuvent être faites. La réalité, elle est beaucoup plus étendue. La réalité, c'est tout ce qui se passe dans la vie quotidienne et que vous ne retrouvez pas forcément médiatisé. Au contraire, l'actualité, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais les 9/10 de la réalité sont immergés et sont invisibles médiatiquement. Et notamment est invisible médiatiquement tout ce qui se passe bien, tout ce qui se passe calmement, tout ce qui se passe sereinement. Par définition, c'est pas un événement. On ne va pas vous dire aujourd'hui, voilà, ou ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, il y a eu tant de millions de personnes qui sont allées à des offices religieux calmement, il y a eu tant de millions de personnes qui s'en sont abstenues aussi calmement, et tout ça n'a pas fait de problème ni d'un côté ni de l'autre. On pourrait vous dire ça tous les lundis. Hein. Évidemment, on ne va pas vous le dire. Ça va être une réalité complètement invisible. Et puis malheureusement, quand il y a un attentat, malheureusement, quand il y a un événement dramatique, alors là, évidemment, bien sûr, c'est médiatisé. Et c'est normal. Bon. Mais il faut en même temps prendre de la distance et se rendre compte que on risque de se focaliser sur l'actualité et on risque d'oublier toutes les réalités invisibles, parce que ces réalités invisibles ne sont pas données. J'ai cité cet article 31, justement, prévoyant les mêmes peines pour ceux qui obligeraient une pratique religieuse ou ceux qui empêcheraient une pratique religieuse. Si justement c'est passé dans la culture commune, et si des gens qui sont très croyants ou des gens qui sont très incroyants, entre guillemets, c'est pas beaucoup ce terme, et disons qui ont de fortes convictions non religieuses, si ces gens-là, à part quelques extrémistes, mais qui sont vraiment une infime minorité, même s'ils font des actes très dramatiques, mais si les millions de gens n'ont pas l'idée, si vous voulez, de gêner un office religieux ou d'obliger quelqu'un à aller à un office religieux, c'est une construction culturelle. C'est une construction, justement, amenée par la laïcité. Le fait que chacun est apprivoisé à la laïcité et chacun s'est approprié la laïcité. Mais on sait très bien qu'il y a des pays où ça se passe ainsi, où il y a des pays où les conflits sont quotidiens, sont permanents. Et donc, il ne faudrait pas oublier ça. Alors, ceci dit, bien sûr, il y a eu deux lois, la loi de 2004 et la loi de 2010. La loi de 2004 qui interdit des tenues ostensibles ou des signes religieux ostensibles à l'école publique, et puis la loi de 2010 qui interdit la dissimulation du visage. Alors, moi personnellement, j'ai été contre ces deux lois, je ne le cache pas en tant que citoyen. Mais je voudrais insister sur le fait que ces lois, c'est pas une interdiction totale dans l'espace public des signes religieux, parce que il y a des gens qui ont fait le glissement, disons, et il y a des gens même qui ont revendiqué, et qui revendiquent toujours d'ailleurs, l'interdiction des signes religieux dits ostensibles dans l'espace public. Non, la liberté reste générale, il y a des exceptions, alors tout le problème est de savoir si ces exceptions sont proportionnées ou pas. Moi, personnellement, je pense qu'elles sont disproportionnées. Mais
Si vous voulez, c'est ça le débat politique. Et je voudrais faire remarquer que depuis quelques années où il y a eu ces attentats dramatiques, hein, les attentats à l'Almira en 2012, les attentats de 2015 et les attentats de 2016, il n'y a pas eu de nouvelle loi malgré les attentats. Et là encore, ce non-événement, il faut insister sur ce non-événement parce que c'est pas donné dès le départ. C'est parce que des gens ont résisté face à tous ceux qui faisaient pression pour qu'il y ait de nouvelles lois visant strictement certaines religions. Et il y a eu une majorité de gens actifs qui se sont rebellés contre cette idée, et donc il n'y a pas eu de nouvelles lois malgré l'état d'urgence et malgré les risques d'attentats. Donc ça doit être... Alors maintenant, pourquoi j'estime cependant que ces limitations de la liberté sont disproportionnées? On peut avoir un débat sur le port du foulard, puisque c'est ça surtout qui a été visé par la loi de 2004. On peut critiquer, on peut le défendre, etc. Et ça fait partie du débat démocratique. Mais il faut être clair. Prenons la position de ceux qui critiquent et qui disent que c'est une atteinte à l'égalité homme-femme. Si c'était une atteinte à l'égalité homme-femme, on ne comprend pas pourquoi la loi l'interdit dans les écoles publiques et l'autorise dans des écoles privées sous contrat qui sont financées à 90% par argent public. Là, il y aurait vraiment une disproportion, il y aurait vraiment quelque chose qui n'irait pas. Et le fait donc que le port de signes religieux dits ostensibles, et notamment le foulard, soit autorisé dans des écoles privées sous contrat financées à 90% par argent public, montre bien que ce n'est pas aussi grave que certains le disent. Et que cette position que certains ont comme opinion personnelle, on ne peut pas la transformer pour moi en loi générale, parce qu'il y a déjà une contradiction dans cette position. Et que, paradoxalement, du coup, la loi de 2004, du coup, favorise les écoles privées, le développement d'écoles privées, puisqu'elles ont plus de liberté pour accueillir les élèves que les écoles publiques. Et, d'une part, alors c'est un renversement complet par rapport à la laïcité historique, où le discours des laïcs était de dire que l'école publique était l'école de tous. Bon. Et là, ça devient paradoxalement l'école privée qui peut être l'école de tous, d'une part. Et d'autre part, moi je suis très attaché à la liberté de l'enseignement, et je pense qu'effectivement Jules Ferry avait raison. Jules Ferry disait que si on aboutissait à un monopole de l'État sur l'enseignement, on aboutirait à une religion laïque. Et qu'il ne fallait pas qu'il y ait de religion laïque, et donc qu'il ne fallait pas de monopole de l'État sur l'enseignement. Et d'autre part, il disait aussi que les écoles privées pouvaient servir d'expérimentation, que l'école publique était une grosse machine, déjà dès cette époque, ils s'en rendaient compte. Je ne parlais pas encore de mammouth, mais voilà. Et qu'il fallait des écoles plus diverses, plus expérimentales, qui puissent expérimenter les choses, dont l'école publique pourrait après avoir le gain, avoir le profit. Donc, si vous voulez, je suis très attaché à la liberté d'enseignement. Ceci dit, j'estime que ce n'est pas l'objet d'une loi qui se veut loi de laïcité de favoriser les écoles privées. Donc, pour ces différentes raisons, j'ai été donc très réservé par rapport à la loi de 2004. Pour la loi de 2010, ce qu'il faut savoir, c'est que la loi de 2010 n'invoque jamais la laïcité. Certains hommes politiques, certaines personnalités politiques, ont dit dans les médias que c'était une loi de laïcité. Mais vous voyez le texte de la loi, la laïcité n'est citée nulle part. Et pourquoi elle est citée nulle part? Parce que les juristes ont tous dit que ce n'était pas possible d'invoquer la laïcité. Il y a eu une commission parlementaire autour de ce problème de ce qu'on appelait le voile intégral, et ils ont interrogé 5 juristes. Il y en a 3 qui étaient contre une interdiction dans l'espace public total. Bon, il y en a 2 qui étaient favorables, mais les 2 qui étaient favorables estimaient à tort ou à raison, ça c'est un autre débat, que c'était au nom de l'ordre public et au nom d'une certaine conception d'ordre public, pour qui divise beaucoup les juristes, parce que c'est un ordre public immatériel qui est invoqué là. Bon, alors que jusqu'à présent, l'ordre public c'était matériel, c'était des questions sanitaires, des questions de sécurité, etc.
Donc c'est un gros débat, mais en tout cas, même ces deux juristes qui étaient favorables à la loi disaient que non, il n'était pas question d'invoquer la laïcité, parce que la laïcité dans l'espace public, c'est d'abord et avant tout la liberté de conscience. Et le Conseil d'État lui avait fait une liste des endroits où il fallait reconnaître le visage des gens et était contre donc une interdiction intégrale. Bon, le gouvernement de l'époque a passé outre, ça c'est sa responsabilité, mais en tout cas, la loi de 2010 n'est ni de près ni de loin une loi de laïcité sur le plan juridique. Quant au reste, je l'ai dit tout à l'heure, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu une présence obsédante et qui peut évidemment impressionner beaucoup de projets, de propositions, et il y a vraiment un débat récurrent où telle et telle chose ont été proposées. Mais au bout du compte, non seulement il n'y a pas eu de nouvelles lois, mais même quand il y a eu des circulaires qui ont étendu la loi de 2004, par exemple la circulaire Châtel de 2012, qui recommandait de ne pas accepter des accompagnatrices des sorties scolaires qui portant un foulard, au bout du compte, le Conseil d'État a dit non, a tranché, et les tribunaux administratifs qui, dans un premier temps, avaient donné raison à ceux qui voulaient cette interdiction, après que le Conseil d'État soit prononcé, ont retoqué, disons, les proviseurs et les directeurs d'école qui voulaient empêcher les mères de famille de pouvoir faire des accompagnements scolaires avec un foulard. De même, le Conseil d'État a cassé les arrêts anti-burkini cet été. Autrement dit, la conception reliant laïcité et les libertés publiques, pour le moment, globalement, quand même, me semble avoir triomphé dans la France métropolitaine. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des différences entre la France métropolitaine et l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, je trouve, a mieux marqué que la diversité est une part importante de son identité. Et la France a peut-être du mal, la France métropolitaine a peut-être du mal à accepter que la diversité soit une part importante de son identité. Et là, l'île de la Réunion peut être un exemple pour la métropole. Mais il ne faudrait pas, si vous voulez, qu'on oppose complètement ce qui se passe ici à l'île de la Réunion et ce qui se passe en métropole, parce qu'en métropole, il y a eu cette résistance, malgré, je vous dis, le risque d'attentat qui est devenu quelque chose d'un peu obsédant pour les Français, en tout cas des grandes villes métropolitaines. Eh bien, malgré ce risque, la laïcité liée à la liberté a quand même globalement résisté. Et je terminerai par là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une majorité de Françaises et de Français qui ont compris que le but des terroristes était de désunir les Français, de monter les Français les uns contre les autres, de faire croire aux Français non musulmans que les musulmans étaient une menace, dangereuse, et de faire croire aux Français musulmans qu'ils ne pouvaient pas vivre tranquillement et pratiquer tranquillement leur religion en France. Et moi, ça me rappelle quand même si évidemment le contexte est très différent, et ça me rappelle quand même ces peurs dont je vous ai parlé, ces peurs du début du XXe siècle, quand dans le conflit des deux France, chaque France avait peur de l'autre et chaque France se croyait irréconciliable par l'autre. C'était encore plus grave qu'aujourd'hui, parce que justement aujourd'hui, malgré tout, il me semble qu'une majorité de gens font preuve de sang-froid. Mais évidemment, c'est le but des terroristes d'arriver à cette division des Français. Eh bien, je terminerai par là, l'Observatoire de la laïcité, qui est un organisme officiel, je vous recommande son site où vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le dispositif juridique de la laïcité. L'Observatoire de la laïcité a promu
après le Bataclan, les attentats du Bataclan, un texte qui a été signé par 80 organisations, qui s'appelle « Nous sommes unis ». Et ce texte, je voudrais en conclusion vous en lire quelques lignes, parce qu'il me semble qu'il permettra de conclure cette conférence. Donc voilà. Donc nous sommes unis. Ce texte dénonce, je cite, la folie meurtrière motivée par une idéologie mortifère et inhumaine. Et il déclare: les terroristes ont voulu mettre la France à genoux. Disons-leur à notre tour que nous sommes debout et soudés, main dans la main, les uns avec les autres, et jamais les uns contre les autres. Notre unité est notre bien le plus précieux. Notre unité est notre bien le plus précieux. Je vous remercie.